On va tousser un peu, mais c'est pas grave. Bonjour à tous, on va essayer de ne pas Désolé. vous transmettre les virus qui circulent. Bienvenue dans ce nouveau webinaire qui est proposé par ManageEduc. Pour les nouveaux venus, ManageEduc est la plateforme des personnels de direction, où nous proposons effectivement des webinaires et des ateliers de façon très régulière. Ce webinaire-là, aujourd'hui, est plus spécifique à la voie professionnelle. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler du réseau effectivement ManageEduc Lycée Pro, qui regroupe à l'heure actuelle 60 chefs d'établissement. Et donc c'est un réseau qui vit, dans lequel on échange, on partage. Euh, Pierre ici présent, on est le témoin, voilà, puisqu'on a la chance d'avoir un proviseur qui appartient au réseau voilà, qui va être présent. Écoutez, aujourd'hui, le sujet est un sujet qui est prégnant effectivement au niveau des lycées professionnels, et on va l'aborder sous un angle en fait de la relation, voilà, la relation d'autorité éducative, plus spécifiquement selon Bruno Robe. Donc on va avoir un double regard sur cette relation qui est importante et qui va permettre voilà, à aider à ce qu'il y ait persévérance scolaire, voilà, au niveau de l'établissement. Donc un double regard, puisqu'on va effectivement voir un petit peu quelques angles de la démarche d'autorité éducative, et puis comment, en tant que chef d'établissement, voilà, on peut être en soutien par rapport à cette démarche. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place également dans son établissement. Donc, deux invités aujourd'hui que je remercie vivement. Je remercie également Sarah, qui est notre soutien technique pour ce webinaire, voilà, qui vous mettra quelques éléments. Avant de donner la parole aux intervenants, voilà, utilisez le chat vraiment pour voilà, poser vos questions ou des remarques. N'hésitez absolument pas à utiliser ce chat qui est important. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent vous présenter, voilà, qui êtes-vous, voilà, quelle est votre fonction. Voilà, ça permet un petit peu de voir quel est quelles sont les personnes présentes à ce webinaire. Je vais laisser la parole à Frédéric pour qu'elle se Oui, présente. bonjour à tous. Je suis Frédéric Figuerolles-Jacob, je suis coordinatrice de la MLDS, mission de lutte contre le décrochage scolaire sur la Dordogne. Petit territoire, mais quand même beaucoup de problématiques de décrochage et de persévérance aussi. Donc voilà, je vous présenterai avec Pierre quelques notions, je pense. On va partir sur ce qu'Isabelle nous a demandé. N'hésitez pas à poser des questions auxquelles on répondra. Et moi, je vous dirai un petit peu aussi peut-être ce que j'ai observé, ce que j'ai monté aussi comme action au niveau académique, donc Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, mais certains outils peuvent être accessibles aussi au niveau national. Donc voilà, je vous les présenterai au fur et à mesure. L'idée étant que j'essaye de construire au maximum des outils pratico-pratiques de façon à pouvoir mieux accompagner les élèves justement au niveau de la persévérance scolaire. Ce qui est fort utile et nécessaire, je dirais, en ces temps, notamment depuis le Covid. Bien que la problématique existait avant, bien sûr, mais c'est encore plus compliqué depuis le Covid. Merci Frédéric. Pierre? Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Pierre Cazenave. Je suis le proviseur du lycée Campa à Jurançon, dans les Pyrénées-Atlantiques, donc Nouvelle-Aquitaine aussi. Il n'y a pas n'y voyez aucun signe particulier. On n'est pas le territoire fort du décrochage scolaire, même si on en a beaucoup en lycée professionnel, tous ceux qui, enfin,
en tout cas pour le nôtre, c'est une lutte de tous les jours. On a l'appui de la MLDS, on a la chance d'avoir ici un coordonnateur PAPS dans l'établissement, ce qui nous a permis de monter un projet CARDI de remobilisation et de ressourcement, plus exactement, pas de remobilisation, de ressourcement. Et voilà, c'est une préoccupation quotidienne. Comme on le disait avec le Covid, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vient le décrochage scolaire est quelque chose qui vient nous frapper encore plus fort qu'avant. Et une des difficultés qu'on a le plus, c'est pourquoi l'élève est dans le refus. Si autrefois on avait, c'était pas évident, on n'y arrivait plus. Et là vraiment, on a ce qui apparaît, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés à trouver les causes du refus. Elles sont nombreuses, elles sont multifactorielles et elles sont pas toutes liées à des problématiques d'orientation, ce qui nous rend la tâche plus difficile encore. Voilà. Merci Pierre, voilà de passer le relais en fait, hein, puisque on va effectivement parler de ce signe qui est me semble-t-il un signe fort d'un élève qui est dans le refus. Et ma première question qui va être en fait il va y avoir 3 questions en fait en une. D'abord, que peut cacher ce refus de faire? Voilà, la première question. La deuxième question, c'est comment arriver à décoder l'intention effectivement de l'élève au travers de ce comportement de refus. Et dans un troisième temps, voilà, quelles pratiques peut-on mettre en œuvre? Alors, je vais peut-être passer la parole peut-être à Frédéric en premier, puis Pierre, vous pourrez éclairer avec le terrain. Ça, c'est bien prétentieux de ma part. Donc, pour répondre à vos questions, Isabelle, par rapport au refus des élèves, hein, je pense que comme Pierre l'a dit, c'est multifactoriel évidemment. Avant, il pouvait y avoir qu'une problématique, alors attention, hein, c'est relatif, problématique d'orientation ou de choix d'orientation par défaut, on va dire ça comme ça simplement. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'enjeux, je dirais, et au niveau de l'individualité et notamment de la société. Donc, c'est beaucoup plus complexe parce que les jeunes d'aujourd'hui sont dans une société, on va dire, incertaine, pas très positive au niveau de la projection, j'entends, hein, parce qu'en fait, ils savent pas trop où ils vont, un peu comme nous d'ailleurs parfois, hein, voilà. Donc, il y a cette problématique-là. Le Covid a fait aussi qu'il y a eu beaucoup de manque aussi sur cette période-là. Beaucoup de coupures de relations sociales. Donc, il a fallu trouver un autre moyen qui était les réseaux sociaux, les jeux vidéo, d'autres choses. Se sont aussi développées évidemment des problématiques de déprime et de dépression, donc tout ça c'est au caractère individuel. Et après, si vous voulez, ils ont aussi perdu le rythme de l'école, hein, l'organisation de l'école. L'intérêt de l'école, finalement la question pourquoi je suis là et qu'est-ce que ça va m'apporter plus tard. Moi, tout ce que je veux, c'est être heureux, vivre, etc. Et donc, il y a plus d'enjeux, c'est plus du tout les mêmes enjeux. Ça, je pense que c'est au niveau sociétal, dans un premier temps. Là, j'essaye de répondre au pourquoi en termes d'hypothèse, hein, bien sûr, et de moi, ce que j'ai observé à travers, mes missions de coordinatrice, aussi de formatrice au niveau académique, où j'ai monté une formation justement pour modifier un peu la posture des enseignants ou des personnels de l'éducation qui le souhaitent. Hein. La seule condition, c'est d'être volontaire, parce qu'on voit bien que ne faire qu'enseigner ne suffit plus, en fait. Voilà. Et je dirais, pour résumer, de façon générale, moi, ce que j'observe, c'est qu'à l'heure actuelle, le problème, c'est que il ne faut pas prendre en compte que les élèves, mais aussi les individus. Après, vous pouvez très bien me dire en retour, oui, ok, mais nous, notre job, c'est quand même l'école et l'éducation, ce que j'entends aussi parfaitement. Voilà, et c'est ce dont, ce sont des sujets sur lesquels on échange beaucoup avec les collègues, hein, ce qui est évidemment est un bon sujet.
Mais en fait, les collègues qui s'inscrivent à la formation, ils sont nombreux, hein. Il y a pour l'instant 250 formés au niveau académique cette année. Donc, c'est quand même important comme nombre. Et en fait, ils s'inscrivent pourquoi? Parce qu'ils me disent on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire, on ne peut pas faire comme si ces problèmes-là auxquels on est confronté tous les jours n'existaient pas. Et donc, il faut bien qu'on trouve un moyen, exactement la question que vous posez, Isabelle, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, en fait? Voilà. Donc, alors après, je laisse un petit temps d'intervention de Pierre s'il veut justement rejoindre ou égayer par rapport à Pierre, il est comme tout le monde. Il s'est bien rendu compte que c'est un problème qui touche qui touche des élèves dans toutes les divisions, quelle que soit la filière, et qui devient effectivement le problème de tous. Les enseignants, si autrefois, je relis les quelques notes, hein, si l'autoritarisme pouvait suffire à soumettre l'élève à sa scolarité, aujourd'hui on n'en est plus là, c'est pas possible. Je crois que plus on va essayer une autorité entre guillemets malveillante, et plus on va faire fuir ces élèves qui, eux, recherchent tout à fait autre chose. Notre mission, c'est de ne pas les abandonner, hein, c'est ce que j'avais dit une fois en préalable. L'élève qui décroche pas, c'est celui qu'on n'abandonne pas. Ça ne veut pas dire qu'il va poursuivre dans la formation dans laquelle on l'avait mis au départ, mais il faut qu'on arrive à finir à discuter avec lui, à établir autre chose, un autre projet, lui montrer que effectivement l'école c'est pas quelque chose qui ferme, mais c'est quelque chose qui ouvre, et c'est long. Aujourd'hui, ça prend énormément de temps, et ça bouscule un peu les logiques qu'on peut mettre en place, viennent bousculer le temps scolaire. C'est-à-dire que notre temps scolaire, il est géré par un parcours, et en lycée professionnel par des acquisitions, par des PFMP, par tout un tas de choses qu'on va devoir mettre en place. Et on a des élèves face à ça qui sont plus capables de gérer qui sont plus capables d'accepter ces repères temporels assez forts. Et on se retrouve dans un espèce de paradoxe où on doit à la fois et gérer leur parcours, et à la fois faire autrement pour qu'ils puissent réintégrer un projet qui leur permette de faire de continuer une scolarité le plus en adéquation possible avec leur désir, entre guillemets. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans notre parcours, on n'est pas les seuls acteurs, et il y a une chose qu'on essaye de faire dans l'autorité éducative, c'est de restaurer le plus possible l'autorité parentale, parce qu'on s'aperçoit bien que là aussi, le Covid, il interroge l'autorité, il a interrogé la place des parents dans l'accompagnement du parcours scolaire. Si on n'a pas cet accompagnement parental, c'est très, 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 très compliqué. Et nous, dont on se rend compte de plus en plus, c'est parmi nos élèves les plus décrocheurs, ou ceux qu'on a le plus de difficultés à raccrocher, c'est ceux pour qui il y a on va employer un grand mot, un dissensus énorme entre l'élève, ses parents et l'école. Voilà. Alors c'est quelque chose qui vraiment va être un facteur, je dirais presque aggravant, si on n'arrive pas à être cohérent entre adultes, c'est l'aggravation de cette problématique de décrochage, elle est force 12, parce que j'arrive pas à la qualifier, mais en plus, c'est vraiment à vide tempête et d'ouragan
pour le jeune qui nous est confié. Ça va être compliqué de revenir et de le faire. Et j'ajoute aussi qu'on a enfin, là, en tout cas depuis cette année, viennent s'ajouter des problématiques de soins psychologiques qui sont mis en place et qui sont abandonnés par les jeunes, mais vraiment abandonnés. Et là aussi, avec ça m'apporte rien, ça change rien, des discours qu'on entendait, enfin qu'on peut entendre, hein, mais qui sont vraiment bien plus récurrents qu'ils n'étaient par le passé. Voilà. Vous voulez réagir, Frédéric? Oui, par rapport à plusieurs éléments. Alors, je vais essayer de me remémorer parce que Pierre, il a dit beaucoup de choses. À chaque fois, ça me faisait penser à d'autres choses. Donc, effectivement, il y a cette problématique-là. Non, mais c'est pas ça. Il faudrait que je prenne des notes, en fait, pour réagir à chaque fois, pour me souvenir de réagir là-dessus. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs choses que Pierre a dites aussi. Hein. C'est que, effectivement, le temps de l'école n'est pas du tout celui du temps de l'adolescent et donc de la problématique adolescente donc dans le développement de l'enfant, déjà. Bon, ça, c'est pas nouveau, j'ai envie de dire. Hein. Ça a toujours été le cas. Sauf que le Covid, encore une fois, a exacerbé tout ça, en fait, du coup. Et donc, il nous a obligés à faire des constats et à se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Exactement les questions que vous avez posées, Isabelle. Hein. Donc, il y a déjà ce premier axe. Le deuxième axe que j'ai entendu aussi, c'est effectivement parfois, et c'est pourtant un des leviers effectivement sur la persévérance scolaire pour la motivation des élèves et l'engagement, c'est aussi qu'il y a une cohérence au niveau des parents. Seulement à la MLDS, pour ceux qui connaissent, nous, on accompagne des jeunes qui sont au bout du bout, c'est-à-dire pour lesquels les établissements ont mis tout un tas de choses en place qui n'a pas fonctionné, et c'est là que nous, on arrive. Donc, autant vous dire que les problématiques sont hyper complexes et multifactorielles, et que, j'ai envie de dire malheureusement, et évidemment, on n'a pas l'implication des parents. Donc, en fait, il y a des fois, évidemment, on fait stank. C'est pour ça aussi que, petit à petit, d'ailleurs, j'ai créé la formation dans ce sens-là, hein, c'est que vraiment, on se centre sur ce que nous dit l'élève et ce dont il a besoin lui et on l'accompagne sur ses propres ressources. Parce qu'en fait, tout simplement parce que sur le reste, on ne peut pas agir. On ne peut pas agir sur la société, on ne peut pas agir sur le cadre de l'éducation nationale, on ne peut pas agir sur la problématique environnementale, familiale ou autre chose. On ne peut pas agir là-dessus. Le seul moyen, en fait, sur lequel l'élève peut agir, c'est lui-même, finalement. Donc, je dirais notre travail principal et l'objectif de la formation, hein, de l'écoute-action, c'est justement de pouvoir accompagner l'élève de façon à ce qu'il puisse identifier ses propres ressources pour finalement mettre en place des stratégies, quel que soit l'obstacle qu'il rencontre, hein, parce qu'on en est là, du coup. Et ensuite, on va travailler tout ça avec lui et on va aussi travailler sur la renarcissisation, hein, donc la confiance en lui, hein, tout simplement, parce que c'est un énorme frein. Et quand si vous interrogez des jeunes en fait qui décrochent du LP ou d'autres matières, hein, je veux dire, ou d'autres établissements, le collège, le SGT, c'est à peu près les mêmes problématiques, et il y a plus de sens en fait. Donc quand il n'y a pas de sens quelque part, au niveau de nos besoins propres, hein, et là-dessus, on pourrait reprendre la pyramide de Maslow, mais pour identifier les besoins, on a besoin d'appartenance, on a besoin de projets qui nous motivent, qui nous engagent. Or là, si vous voulez, tout ça, c'est un point d'interrogation. Donc, à partir de là, je dirais que ça semble, au niveau du comportement humain, attention, hein, c'est plutôt logique qu'on se retrouve face à cette situation-là. Et donc, c'est pour ça que moi, j'oriente aussi à faire un pas de côté par rapport à ce qu'on a su faire jusqu'à présent, parce que je ne vois pas comment on pourrait faire autrement, tout simplement. Vous voyez? Et quand Pierre disait justement pour le projet Cardi qu'il travaillait sur quelque chose qui finalement leur fait un petit temps de pause, un petit temps de ressources, je trouve que c'est tout à fait adapté dans le sens où sans ça, en fait, on ne peut pas avoir d'influence sur le jeune et le jeune ne peut pas se rendre compte de ses propres capacités, de ses propres ressources. Donc, c'est quand même assez important de travailler là-dessus. Donc, à la question initiale qui est, par exemple, que peut cacher ce refus de faire,
Ce refus de faire, il peut cacher alors plusieurs choses à mon avis, hein. Encore une fois, je formule des hypothèses. Il peut cacher le fait de, c'est plus facile de ne pas faire que de prendre le risque de faire et d'admettre ou de se renvoyer que on ne mérite que 4, 5, 6 de notes et ou de moyenne, hein, parce qu'il faut savoir qu'un élève, quel qu'il soit d'ailleurs, se donne une valeur qui est très souvent en lien avec sa note générale, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est au niveau de l'estime de soi, c'est la confiance en soi, c'est quelque chose de comment dire, assez dramatique, je dirais. Ensuite, il y a eu l'histoire de comparaison. Donc, en fait, il s'assimile, moi, je ne suis pas un bon élève, l'école, ce n'est pas fait pour moi, etc. Mais en fait, ça s'appelle la résignation apprise. C'est-à-dire que, petit à petit, le regard qu'il a eu des pères, des parents, de l'école, lui a renvoyé qu'il n'était pas en capacité de. Vous voyez ? Or, on oublie une chose, c'est que justement, on est dans la problématique de l'enfant, qu'on est dans le développement de l'enfant et que, évidemment, que c'est évolutif. Voilà, sauf que eux, comme ils sont résignés, c'est comme s'ils étaient résignés à 12, 14, 16, 18 ans, à dire, voilà, moi, je ne pourrai jamais faire ça, je n'en ai pas les capacités. Sans penser à, OK, mais si je me donne les moyens, est-ce que finalement, ça peut évoluer? Ça, ils n'ont pas du tout cette idée-là, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour les accompagner et pour qu'ils puissent intégrer ça. Et ça, on ne peut le faire alors que d'une façon efficace, hein, j'entends. C'est-à-dire, on peut leur dire, on peut les encourager, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pourquoi? Parce que ils sont contents d'entendre. Par contre, c'est très furtif. Ça dure, on va dire, allez, moins d'une heure, je dirais. Techniquement, au niveau efficacité. Hein. Le seul moyen de renforcer ça, c'est que ça vienne d'eux. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, l'important, c'est vraiment de se centrer sur le jeune, en fait, et de lui faire intégrer, et donc verbaliser lui, qu'il a des ressources, qu'il a des capacités d'eux, etc. Donc, c'est un travail évidemment qui est long, hein, et c'est pour ça que moi, j'ai axé la formation sur le tutorat, donc l'accompagnement individuel des jeunes dans le cadre d'un tutorat. Alors, qu'on s'entende bien sur le mot tutorat, hein, parce que je sais que pour des établissements, tutorat égale soutien scolaire, donc disciplinaire. Nous, on n'est pas du tout. Enfin, moi, quand j'emploie le terme de tutorat, c'est vraiment accompagner le jeune à identifier ses propres ressources et à développer ses compétences. D'accord? Donc, voilà. Et à partir de là, si vous voulez, on peut inverser la tendance pour lui et il peut s'engager à ce moment-là dans un parcours finalement quel qu'il soit et dans un comportement. Mais il y a sa demande. Enfin, c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas du tout sur le même temps, hein, école et jeunes en fait, hein, enfin et adolescents, on n'est pas du tout sur le même temps, et c'est ce qui nous pose d'ailleurs des difficultés, hein, voilà. Mais par contre, sachez que pour en être témoin depuis plus de 8 ans maintenant, et même là je parle de la formation et plus de quasiment 25 ans dans l'éducation nationale avec toutes mes postures, on va dire, c'est possible. C'est possible, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'axe de la formation, parce que il est bien évident que, alors je ne sais pas Pierre, sur votre département, combien ils sont de cours d'eau à la MLDS, nous pour tout le département de la Dordogne, il y a un certain nombre d'établissements, ils sont 8. Autant vous dire que c'est absolument pas possible d'absorber le décrochage à 8. Donc je me suis dit, ok, comme c'est pas possible, il va falloir transmettre, il va falloir former, il va falloir informer, voilà, il va falloir multiplier en fait l'affaire de la persévérance scolaire, parce qu'après tout, la persévérance scolaire et notamment le décrochage, c'est aussi l'affaire de tous dans un établissement scolaire. Tous, j'entends tous les personnels en fait. Voilà, c'est notre affaire. Et ça aussi, je pense que ça fait partie de notre rôle et de nos missions. Et je vous dis, le problème qu'on a, c'est que le temps de l'éducation nationale, avec toutes les contraintes qu'a évoquées Pierre tout à l'heure, ne nous permet pas de faire ça, quoi. Voilà. À moins qu'on décide, comme le projet Cardi dont Pierre a parlé tout à l'heure aussi, d'en faire un projet et de mettre en place des moyens, du temps horaire et humain. Voilà. Donc c'est quelque part redonner le pouvoir, redonner un pouvoir d'agir en fait. Le pouvoir d'agir, tout à fait, exactement. À l'élève. Voilà. Et redonner le pouvoir, tout à fait. Ouais. Parce que et redonner le pouvoir d'agir, Isabelle, juste 2 secondes avant que je perde mon fil, mais redonner le pouvoir d'agir, encore une fois, ça ne peut être fait que de l'individu lui-même. Vous voyez, voilà. Et c'est ça parce qu'on a essayé plein de choses. On a essayé l'évaluation par compétences, on a essayé plein de choses, si vous voulez, mais l'évaluation par compétences, en soi, c'est plutôt bien, parce qu'effectivement, ça renforce les compétences. Mais quand arrive un moment, Parcoursup, choix d'orientation, etc.,
une compétence est systématiquement transformée en note. Donc en fait, au départ, c'est bien, c'est une bonne idée. Ça aurait pu être efficace, mais la société renvoie que notre valeur, c'est la note. Vous voyez ce que je veux dire? Et là-dessus, forcément, on n'est pas raccord. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a autant aussi de décrochage scolaire et de manque d'intérêt. Parce que finalement, la vraie question qu'ils se posent eux, et c'est ça, c'est pour avoir interrogé des jeunes directement, hein, donc c'est à la source, c'est quelle est ma place aujourd'hui, mais dans tous les sens du terme. Vous voyez, il y a des fois, ils ne savent même pas leur place d'individu en dehors de l'école, j'entends. Hein. Donc, en gros, comment voulez-vous qu'ils la trouvent à l'école? Oui, si je pas oui, je vois des questions dans le chat. Très bien, pour avoir des éléments sur le projet Cardi. Voilà. Oui, c'est un projet pluricatégoriel, c'est-à-dire que interviennent dans ce dispositif. D'abord, on a créé un lieu ressource dans l'établissement avec un coin accueil salon au départ et puis après vraiment quelque chose qui ressemble à une classe mais le moins possible et où les jeunes le lundi matin sont là pour une période de 6 semaines. Ils vont venir le lundi matin pour se remettre un peu dans le bain, parce que nous, ce qu'on avait détecté, c'est souvent qu'en retour de week-end, c'est là où on a les décrochages les plus flagrants. Voilà, donc plutôt que d'utiliser une contrainte qui finalement s'avère contre-productive, on le fait quand même. Hein, je rassure tout le monde. Hein, on fait du signalement absentéisme, on fait ce pourquoi on est payé en plus. Mais ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel interviennent. Alors, une coordonnatrice Ulysse, un CPE, 2 enseignantes, une infirmière, l'assistante sociale et ses stagiaires. Elle a au moins 2 stagiaires qui sont intervenus dans le système. Et alors, est-ce qu'il est en ligne? Il est en ligne sur le site Cardi de l'Académie de Bordeaux, mais je le donnerai j'enverrai à Isabelle pour qu'elle puisse le mettre en ligne et puis qu'elle puisse le donner à ceux qui sont intéressés. C'est quelque chose qui est long, qui est compliqué, qui intervient avec le GPDS dans le sens où c'est des élèves qui sont repérés en GPDS et à qui on propose de venir sur cette période de ressourcement. 6 semaines, c'est pas beaucoup, hein, c'est ridicule. On est bien d'accord par rapport à ce que disait Frédéric sur la notion de temps, mais on offre ce qu'on peut offrir. Une chose est sûre, c'est que on aimerait développer plus ce temps-là. Je pense que c'est quelque chose qui doit concerner pratiquement 15% au minimum de nos élèves, hein, potentiellement, à mon avis, si je regarde un peu j'ai au moins 15% d'élèves qui pourraient bénéficier de ça, et on le fait pas parce que d'abord les créneaux sont pas assez nombreux et que tous les gens qui interviennent là interviennent en plus de leur mission première. Notamment notre cordeau Ulysse qui fait aussi faisant fonction de RH pour l'établissement, puisque notre enseignante référente handicap a eu un gros pépin et qu'elle est plus là depuis le mois de novembre. Donc vous voyez, tout est l'établissement, c'est un système. C'est un système où quand on déplace un petit
un petit pion, ben, tout peut s'écrouler, ou en tout cas tout peut devenir plus compliqué. Et notre dispositif au départ qu'on pensait super, ben voilà, on s'aperçoit qu'il est fragile pour des tas de raisons qui dépendent pas forcément de la volonté de l'établissement. Et on doit faire un bilan intermédiaire là avant les vacances de Pâques pour bien voir les choses. Et j'espère bien que j'aurai un bilan à vous proposer plus chiffré, plus qualitatif aussi. Je reviens sur un élève dont on avait parlé quand on avait préparé ce webinaire, et je vous disais, je crois qu'on l'a peut-être sauvé. Ben, je vais vous dire qu'on l'a pas sauvé du tout, qu'on pensait qu'il était en stage, et on vient d'apprendre, l'entreprise ne nous a pas prévenu qu'il n'était pas en stage depuis une semaine, et voilà. Et donc là, on a repris ce matin, on l'a revu, et c'est jamais gagné. La lutte contre le décrochage scolaire, quand on pense qu'on est arrivé à quelque chose, ben non, on a juste baissé la garde 5 minutes, et voilà, on s'est fait surprendre par cet élève, et on va être obligé de revenir vers lui. Là, ce matin, c'était non, mais vous pourriez pas m'exclure définitivement de l'établissement. Voilà, et la maman nous disant, de toute manière, moi, je peux plus rien, alors faites ce que vous voulez. D'accord, ok, très bien. Donc, on a reconstruit un peu ce matin le lien avec lui, et il va falloir repartir vers une autre piste, alors qu'on croyait avoir pratiquement réussi le miracle. Et ben, les 2 miracles, il n'y a pas eu. On est revenu sur les pieds sur terre. Si on avait la tête qui avait un peu enflé par rapport à notre dispositif et par rapport aux choses qu'on avait pu faire, eh ben, on revient en sachant que cette problématique de décrochage scolaire, elle est jamais gagnée. Jamais, jamais, jamais. Voilà. D'où peut-être l'importance aussi d'être hyper vigilant par rapport aux signes. Effectivement. Encore, oui, bien sûr, voilà, c'est le repérage. Le repérage pour nous, il est très très important. Dans ce dispositif Cardi, les professeurs principaux qui nous remontent les choses, ou les professeurs d'atelier, il y a deux sources d'informations pour nous qui nous permettent d'envisager ça. C'est les professeurs principaux qui font un boulot de ouf, et les professeurs d'atelier qui sont, par la configuration des ateliers, souvent très en proximité par rapport aux élèves dans le rapport humain, et qui voient les choses beaucoup plus vite que nous. Oui, alors ça, c'est une évidence, parce qu'effectivement, les enseignants sont d'ailleurs en première ligne de repérage, je dirais. Après, juste pour rebondir, et je profite du webinaire aussi pour faire passer le mot. Un GPDS, pour l'avoir observé plusieurs fois dans plusieurs dépenses, si vous me rends qu'on s'occupe du décrochage scolaire avéré, d'accord. Dans le GPDS, il y a le P qui veut dire prévention. Juste pour vous informer qu'en fait, plus la problématique du décrochage est ancrée, plus on sort les rames, exactement ce que disait Pierre, hein, plus on sort les rames en fait pour revenir en arrière, rétro-pédaler. Ce n'est presque d'ailleurs pas possible, à moins d'un suivi sur du long terme, et parfois plus d'1 an, hein, j'entends. Donc autant vous dire que voilà, c'est compliqué. Par contre, je crois beaucoup à l'axe de la prévention, et ça, c'est absolument, et c'est là-dessus, je pense qu'il faut qu'on agisse, parce que même si à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas résoudre tout le décrochage scolaire, c'est une évidence. Par contre, plus on agit en amont, c'est-à-dire dès les premiers signes, et attention, je n'entends pas décrochage égale absence, hein, par contre, hein, que ce soit clair. D'ailleurs, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, mais autant sur le magistère qui est ouvert au national, donc auquel vous pourrez avoir accès à condition d'avoir une adresse académique, en fait, mais aussi sur la chaîne YouTube où j'ai mis les supports vidéo, il y a justement comment identifier les signes du décrochage sur 4 catégories différentes, en fait, et plus les signes s'inscrivent, plus on peut agir tôt.
C'est-à-dire que généralement, alors évidemment, comme disait Isabelle tout à l'heure, il faut être attentif et vigilant. Isabelle, c'est la première des choses. Mais une baisse de motivation, un engagement, un travail non fait, répétitif, etc., tout ça, ce sont des signes avant-coureurs du décrochage effectif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si on identifie les jeunes, qu'on leur propose juste un échange, alors qu'on soit, je sais pas moi, PP, CPE, adjoint, peu importe, enfin personnel, AED, CPE, etc., un échange en disant voilà, on a remarqué que, ou j'ai remarqué que, avec des faits, bien sûr, hein, est-ce que tu pourrais m'expliquer notamment comment toi tu le vis, comment tu te sens à l'école, donc partir de lui encore une fois et rattraper le fil un petit peu. Parce que déjà cet espace d'écoute, je dirais, qui n'est pas, on va dire, qui va pas de soi hein, dans l'éducation nationale et dans le train qui est l'éducation nationale, je dirais, qui part de l'école primaire et qui arrive au bac, et après il y a encore autre chose, mais c'est un peu ça, hein. Moi j'appelle ça un TGV, hein, en fait, voilà, tu prends le train très bien, tu vas jusqu'au bout, pas de problème, il faut en tout cas moins de problèmes, ou alors tu sors à une gare et après tu n'arrives plus à rattraper le train, donc voilà, mais tout ça pour vous dire qu'on peut vraiment agir là-dessus, et je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à être formés et informés et attentifs et vigilants sur cette problématique-là. Parce que chacun de nous, ne serait-ce que de dire à un élève, en fait, tout ce qu'ils attendent, eux, c'est d'être considérés comme des individus aussi. Nous, on a tendance à ne considérer l'individu que comme un élève. Vous voyez, et dès qu'on se rapproche de l'individu, eh ben ça nous ouvre des portes de façon assez magique, hein, d'ailleurs, hein, tout simplement. Et là, on a accès à vraiment quel est l'individu, quelles ressources il a, quelles compétences il peut avoir, quelles compétences il peut développer. Et là, on peut agir vraiment. Mais, et je sais que ça fonctionne, puisque je vous dis, ça fait un certain nombre d'années maintenant que je suis dans l'éducation nationale et notamment sur ça. Donc, voilà, il y a aussi... alors, sur la chaîne YouTube, je peux peut-être faire un partage d'écran, on verra peut-être ça en fin de webinaire si on a le temps, pour vous montrer un petit peu les vidéos support, mais sachez aussi que ce que Sarah met dans le chat, en fait, ce sont des ressources qui sont accessibles au national. Moi, mon intention, c'était le partage et la mutualisation. Donc, la chaîne YouTube est destinée aussi à évoluer petit à petit. On essaye de mettre au maximum des vidéos support qui vont se construire aussi au fur et à mesure. Mais notamment sur la chaîne YouTube, vous avez à minima déjà comment paramétrer l'onglet pronotes du décrochage scolaire pour avoir des drapeaux jaune, rouge, orange, et pour vous dire, ben voilà, celui-là, il est en haut risque de décrochage, etc. Vous avez donc il y a un accompagnement pas à pas destiné aux chefs d'établissement qui peuvent paramétrer notamment l'onglet pronotes. Ensuite, vous avez des vidéos où justement, là, on vous donne un petit peu les indicateurs de signes de décrochage à prendre en compte. Et là, vous voyez que c'est vraiment multifactoriel. Ensuite, vous avez une autre vidéo où on voit aussi les leviers de la réussite et les leviers de la motivation. Donc là, c'est une petite vidéo d'une ressource, d'un livre de Potvin hein, qui est super intéressant et qui vous donne en fait vraiment ce dont l'individu a besoin pour s'engager et être motivé. Donc ça, c'est pareil, c'est assez court et c'est quand même c'est un bon support. Vous avez aussi des vidéos d'un GPDS pour un parcours, comment travailler ensemble, etc. Et vous avez aussi une vidéo que j'ai faite pour un entretien avec un élève, justement, sur la façon de mener l'entretien en ne partant pas de nous, en évitant toute orientation, toute attente, etc., qu'on peut avoir, nous, adultes de l'éducation nationale, pour ne se centrer que ce que nous donne l'élève. Et après, nous, on conduit l'entretien uniquement avec ce que nous donne l'élève au fur et à mesure. Et en fait, ça change un peu tout, si vous voulez, pour avoir un maximum d'informations. Parce qu'en fait, les jeunes n'attendent qu'une chose, c'est justement de pouvoir dire concrètement et réellement ce qui se passe, parce qu'en fait, ils sont complètement perdus. Après, sur le parcours magistère, pour ceux qui souhaitent le faire, vous aurez des vidéos de témoignages de jeunes avec des questions aussi dans les vidéos qui vous orientent sur ce à quoi il faut faire attention. Et là, vous voyez vraiment comment se sent un décrochage scolaire, en fait, et ça fait prendre conscience de pas mal de choses, même si parfois les mots sont durs à entendre, hein, ça, voilà. Vous avez aussi la ressource qui s'appelle Parole de décrocheur, hein. Si vous tapez sur Google Parole de décrocheur, bah, vous aurez tout un petit tas de mini-spots, en fait, où il y a des témoignages d'élèves, hein, dans tous les cas. Donc, voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment des ressources, mais pas que nous, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois,
Sur les formés écoute-action, par exemple, il y a aussi un espace Resana où on partage et on mutualise un petit peu tout. Pierre a parlé aussi sur le site du Cardi. Effectivement, là, vous aurez tous les projets Cardi. En ce moment, enfin, la semaine dernière, vous aviez la semaine de la persévérance scolaire sur le site du rectorat de Bordeaux aussi. Et là, vous avez tous les projets au niveau de l'Académie de Bordeaux. Alors évidemment, moi, je vous parle que de celle-là, puisque c'est celle que je connais. Hein. Mais je pense que c'est pareil sur toutes les académies. Et là, c'est pareil. Vous avez tous les projets de tous les établissements qui peuvent donner avec des évaluations, des bilans, etc. Donc, ça peut aussi donner des idées. Donc, voilà pour répondre un petit peu à votre question, Isabelle. L'intention de l'élève, j'ai envie de dire juste savoir qui il est finalement, quel individu il est et quelle capacité il peut avoir, parce que pour lui, il n'en a pas. Enfin, souvent dans les premiers signes de décrochage, hein, j'entends. Hein. Y a quand même une grosse problématique de l'estime de soi. Hein, ça, on ne peut pas aller contre dans tous les cas. Donc, comment décoder? Si on a accès à l'individu, en fait, on aura nos réponses, très sincèrement. Parce que moi, je le vois tous les jours, ça, les réponses, on les a. Et en fonction des réponses, on peut mettre en place des actions. Et parfois, quand on peut mettre en place des actions, j'ai envie de vous dire, en impliquant les élèves aussi, parce qu'en fait, ils ont des super idées aussi, pour eux-mêmes, j'entends. Et plutôt que de nous chercher à inventer des choses, en fait, tout simplement, on peut aussi, en termes d'action et quelles pratiques peut-on mettre en place, quand on relève une problématique de classe, par exemple, hein, pourquoi pas, quel que soit notre rôle, encore une fois, j'ai envie de dire, nos missions principales, on peut très bien les interroger là-dessus, en disant encore, voilà, j'ai remarqué que, je sais pas moi, 10 élèves dans la classe, par exemple, n'avaient pas rendu le travail. Une fois, deux fois, trois fois, sans évidemment nommer personne. Et du coup, moi, j'aimerais comprendre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui fait que? Et après, on les amène à dire, est-ce que finalement, est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que c'est par manque de temps? Est-ce que c'est un problème de méthodologie? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Vous voyez, tout ça. Mais en fait, je vous le dis parce que très souvent, on oublie la clé principale qui est le jeune, l'individu qu'on a en face de nous. Et donc, on perd un temps fou en réunion, en implication personnelle, en dehors de nos missions principales, très souvent. Et en fait, pour se rendre compte que parfois, ça ne fonctionne pas. Du coup. Alors que quand on fait on rétropédale encore une fois, on désorganise un petit peu tout, on se rend compte que, en fait, on a nos points de vue, notre perception, nos représentations d'adultes, hein, j'entends, mais on n'a pas celle des élèves, en fait. Alors que si on construit autrement, si on construit à partir des élèves, franchement, je trouve qu'on perd beaucoup moins de temps. Et en plus, c'est beaucoup plus, on va dire, efficace dans le sens où ils s'impliquent eux-mêmes et on met en action des choses qu'eux-mêmes ont élaborées en termes de besoins. Et d'ailleurs, ils peuvent aussi trouver leur place, eux, dans la co-construction de ces actions, quelles qu'elles soient, j'ai envie de dire. Vous voyez, parce que des fois, il ne suffit pas de grand-chose. Mais le fait d'interroger autrement, c'est-à-dire de se servir de la matière première, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que c'est ce qui me vient là tout de suite, que sont nos élèves et donc nos jeunes, et donc les adultes de demain, je trouve qu'on ne s'autorise pas à le faire, en fait. C'est comme si, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on ne s'autorise pas nécessairement à le faire, alors que quand on le fait, il y a des choses magiques, hein, vraiment, qui se mettent en place, et la relation change, du coup, et ils ont besoin de trouver du sens, d'avoir un intérêt, de pouvoir participer, plein de choses, hein, d'ailleurs. Frédéric, vous me donnez là aussi le relais. On a eu la chance d'avoir Bruno Robe en interview, puisqu'il ne pouvait pas être présent pour ce webinaire. Donc, ce que l'on vous propose, c'est une petite vidéo de 3 minutes. Donc, Sarah va nous partager cette petite vidéo et qui va tout à fait dans le même sens de tout ce que vous avez développé, vous, Frédéric, et vous, Pierre. Et je vous laisserai peut-être réagir par rapport à cette petite vidéo. Je pense que Sarah... Premier des conseils qu'on peut donner à des professeurs, c'est d'éviter de se situer dans une relation d'autorité-autoritariste, que j'ai appelé d'autorité autoritariste, c'est-à-dire se mettre dans une impasse, en fait, où on exige de l'élève une obéissance immédiate sous la forme d'une soumission. En plus, quand cette demande
quand cet ordre de l'enseignant se produit devant un groupe classe, il y a des effets de groupe, il y a des effets de face aussi, personne ne veut perdre la face, c'est bien normal. Et du coup, effectivement, quand l'enseignant met l'élève dans une situation où finalement il n'a le choix que de se soumettre à lui, ça crée effectivement des situations d'impasse avec des risques de tension, de violence de part et d'autre, physique ou plus souvent aussi verbale. Donc, éviter de se retrouver dans ces situations où on exige de l'élève cette obéissance immédiate. Quand un élève n'obéit pas à ce qu'on demande, on peut déjà essayer de comprendre pourquoi, quelles sont ses intentions. Quelle est la raison pour laquelle, effectivement, il ne veut pas faire ce qu'on lui demande. Donc, être en mesure d'identifier les intentions de l'élève quand il est en activité, ça permet effectivement à l'enseignant de mieux ajuster ses façons d'agir, de mieux répondre. Si on ne sait pas pour quelle raison l'élève se comporte comme il se comporte, c'est compliqué pour l'enseignant. Donc, ne pas hésiter à demander quelles sont ses intentions, pourquoi il ne fait pas ce qu'on lui demande. Ce qui redonne du sens, qui peut redonner du sens aux apprentissages, c'est effectivement de voir que les élèves, qu'on montre aux élèves l'éventail aussi des choix qui s'offrent à eux et qui retrouvent de l'intérêt, du désir pour des champs de métiers, des champs disciplinaires, des types d'activités, c'est-à-dire de passer effectivement d'une situation où on subit ce qui nous arrive à une situation où on reprend du pouvoir d'agir sur sa vie. S'appuyer sur aussi, je dirais, une forme de responsabilisation des élèves, en montrant qu'on les accompagne dans leur choix d'orientation, mais que donc on prend aussi au sérieux leurs actes, leurs gestes, leurs choix. Je pense que ça, c'est important. Voilà, merci Sarah de nous avoir partagé la vidéo. Peut-être une réaction par rapport au quatrième conseil qu'on n'a pas abordé en fait, au niveau de la responsabilisation de l'élève. Voilà, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette notion ? Après, moi, au lieu de parler de responsabilisation qui finalement arrive dans un second temps, je dirais tout ce qui vient encore une fois de l'élève, du jeune, de l'individu, finalement, l'amène à se responsabiliser de fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour moi, la responsabilisation, c'est plutôt un objectif à plus ou moins court terme, mais il faut passer par des étapes intermédiaires pour qu'il arrive à cette responsabilisation. Et le seul moyen d'y arriver, en fait, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, il faut d'abord que lui identifie ses capacités, qu'il prenne conscience de certaines choses, qu'il mobilise ses ressources et lui-même, en fait, parce qu'on ne peut pas les mobiliser pour lui, dans tous les cas. On ne peut pas agir pour lui. Et surtout, quand on accompagne trop, quand on soutient trop et qu'on fait à la place d'eux, en fait, on limite l'autonomie des jeunes. Et c'est pas du tout ce qu'il faut, au contraire. Donc, en fait, c'est les mettre en position d'acteurs, mais d'acteurs dans tous les sens du terme. Pour vous donner un exemple concret, quand j'ai accompagné certains jeunes, si vous voulez, qui ont fait des bêtises, on va dire, qui ont amené à des sanctions disciplinaires, moi, à chaque fois, ça m'intéressait de savoir, ok, donc évidemment, dans le cas d'un accompagnement, donc c'est des jeunes que je connaissais, etc. Donc, totalement transparent dans l'échange. Et je leur dis, ben voilà, à ton avis, toi, avec ce que tu viens de me raconter, quelle punition, quelle sanction serait valable, en fait, pour te faire prendre conscience de qu'est-ce que ça mériterait de ton point de vue ? Systématiquement, et j'ai posé la question de nombreuses fois quand même, systématiquement, ils ont une sanction, si vous voulez, qui est totalement juste, tout à fait adéquate et en plus dans le cadre du règlement intérieur de l'établissement, très souvent, alors que la sanction effective était bien en dessous de ce qu'eux pensaient mériter. Vous voyez ? Et ça, je vous le dis parce que pour moi, c'est ça la responsabilisation. Quand un élève est en capacité de me dire, ben voilà, j'ai fait ça, je reconnais que j'ai fait ça, je mérite ça, bon, ben là, je pense qu'on peut parler de responsabilisation aussi de l'élève par rapport aux actes qu'il a commis. Donc, tout ça pour vous dire que la responsabilisation, elle arrive de fait
si on arrive à instaurer un échange et à comprendre pourquoi tel comportement et comment il se sent, on arrive à la responsabilisation. Voilà ce que ça m'évoque, moi. Mais avant, il ne faut pas, par contre, faire à l'envers. Vous voyez, c'est-à-dire avoir un objectif de responsabilisation absolue parce que, eh ben, il va nous manquer plein d'étapes intermédiaires et on ne pourra pas y aller, en fait. Pierre, vous voulez réagir? À la responsabilisation. Ah oui. Enfin, voilà, vous parlez à quelqu'un qui, dans sa carrière, a été instituteur, et moi j'ai toujours été intéressé par les méthodes freinées, les pédagogies actives d'enseignement, avec l'élève comme acteur de sa scolarité. Et ouais, je dois dire que depuis j'ai un peu perdu de vue ça, mais ça reste toujours au fond de moi. C'est-à-dire que je pense que quand on met les élèves en action, en responsabilité, mais dès le départ, c'est pas d'attendre que ça finisse mal pour faire. On aurait certainement beaucoup moins de choses. Il y a des exemples frappants. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder ce film qui s'appelait Avoir et être, de cet instituteur en classe unique, comment il responsabilisait ses élèves, comment ça passait entre les élèves, comment il y avait une pédagogie de la coopération, ce qu'on appelle le socio-cognitivisme, moi auquel je crois beaucoup. Je pense qu'on n'est pas encore assez loin dans nos démarches de coopération, même si on sent, avec les compétences psychosociales qui apparaissent, on sent qu'on est en train d'y arriver. Je pense qu'on aurait un élève plus acteur, moins passif, et peut-être qu'on aurait moins de décrochage. Peut-être, je dis bien peut-être. J'y crois fort. La responsabilisation de l'élève dans son parcours scolaire, c'est quelque chose qui doit être fait depuis le départ. Souvent, quand on est en collège, on a des élèves qui arrivent de classes où ils ont été à plusieurs niveaux et tout ça, et on sent très bien qu'ils ont une autonomie parce qu'on les a rendus acteurs de leur scolarité. Et quand ils arrivent au collège, il y a presque une régression par rapport à ce qu'ils savaient faire avant, par rapport à l'implication qu'ils avaient dans leur scolarité. Et ça, c'est quelque chose. Je n'ai pas de solution en miracle. Je pense qu'il y a des gens bien plus intelligents que moi qui ont dû y réfléchir déjà. Mais c'est vraiment, si j'avais la chance d'avoir un projet pris dans Changeons notre école ensemble, ou notre école faisons-la ensemble, et si je pouvais monter un projet, de ce type-là, je crois que moi je serais heureux là, pour les 2-3 années qui me restent, avec des gamins qui partent, ils ont une fiche, ils savent ce qu'ils ont à faire dans la journée, en maths, ils sont pas là pour subir. J'ai un programme, je dois le faire, je suis responsable de cette partie-là. C'est très utopique, hein. Dans un système de masse, c'est assez utopique, ces propos-là. Mais je pense vraiment que ça, on n'est pas formé encore. On n'est pas la formation des enseignants ne nous pousse pas vers ce type de pratique pédagogique. Et pourtant, très sincèrement, je pense que ça mettrait de la responsabilité de l'élève au cœur du système. On va vers la responsabilité des élèves, mais c'est toujours par des biais. C'est-à-dire que c'est le conseil de la vie lycéenne, c'est sur des actions, sur des machins, mais le cœur du réacteur, c'est j'apprends. C'est pas, c'est très méchant ce que je veux dire, parce que c'est très bien ce qu'ils font au CVL, c'est très bien ce qu'ils font à la maison des lycéens, il y a pas de souci. Mais je pense que le cœur du réacteur, où si j'apprends, où je suis là pour apprendre, et de temps en temps, on passe un peu à côté dans la responsabilité. Alors, je prends la responsabilité vraiment dans un sens très global, hein, dans un sens d'acteur de ma scolarité. Voilà.
Voilà, c'est un partage que je suis avec vous. Vous êtes absolument pas obligé d'adhérer à ces propos complètement utopiques, mais c'est vraiment mon rêve secret là, de pouvoir arriver à ça à un moment ou à un autre. Et vous, en tant que Pour chef moi, Pierre, c'est... Pardon. Allez-y, Oui, Frédéric. pardon Isabelle. Juste pour moi, Pierre, je suis pas sûre que ça ne doit rester qu'utopique, du coup. Parce que moi, j'ai vu plein de choses, en fait, J'ai dit que c'est certainement très utopique comme manière de penser, mais si ça pouvait prendre tout son sens, ça serait... Wow. Moi, je pense que on a alors il y a quand même la formation qui évolue de plus en plus, hein, comme vous l'avez dit Pierre, sur aussi les compétences psychosociales, etc. Parce que c'est nécessaire et d'autres choses. Moi, je vois en tout cas que ça évolue, ça c'est plutôt bien. Après, sur les projets, on peut aussi on nous donne la possibilité quand même de monter certains projets, expérimentaux notamment, hein, donc ça c'est aussi possible. Et encore une fois, si c'est co-construit avec des élèves, moi je pense que c'est quelque chose qui vaudrait le coup, hein, du coup. Il y a Peggy qui dit aussi dans le chat elle pratique la salle flexible depuis 2 ans au lycée pro avec des feuilles de route, etc. Ben moi, ça m'intéresserait en fait parce que je trouve que donc Peggy, si vous pouviez transmettre à Isabelle, qui nous retransmette après, ou Isabelle, si vous aviez un drive ou etc. Parce que moi, ce qui m'alerte un peu, enfin ce qui me perturbe et j'essaie de me battre tous les jours là-dessus, c'est que comme je me balade un peu partout dans toute l'académie, voire plus en fait, si vous voulez, je vois des choses super qui sont mises en place. Par contre, je me rends compte aussi que le collège à côté, le lycée d'à côté, enfin bref, l'établissement d'à côté, n'est même pas au courant lui-même de ce que pratique son voisin. Vous voyez? Et ça, moi, je trouve qu'il y a une perte de temps et je trouve qu'on manque d'une plateforme de ressources où on puisse aller piocher des outils. C'est exactement dans ce sens-là hein, que j'ai créé Magister, j'ai créé la chaîne YouTube parce que il y a plein de choses qui existent, qui sont super, mais qui restent au niveau très local en fait. Et ça, c'est super dommage du coup. Donc voilà, moi, ça m'intéresse aussi d'avoir ça. Et l'idée, c'est aussi de faire évoluer les pratiques. Et puis surtout aussi, même nous, hein, je ne sais pas où vous en êtes au niveau du sens que vous donnez à vos pratiques actuelles, hein, d'enseignants, de chef d'établissement, de CPE, d'AED, enfin voilà, peu importe. Et je trouve aussi que justement, redonner un sens d'utilité à notre métier, se sentir utile. Et je vous le dis aussi parce que je suis aussi RH de proximité, donc pour les personnels d'éducation sur une partie de mes missions. En plus, si vous voulez, donc j'ai une visibilité, on va dire, assez globale, hein, du jeune à l'adulte. J'ai un peu tous les champs. Et donc, mais par contre, ça me permet, c'était mon choix parce que ça me permet justement d'avoir cette visibilité-là. Et donc, sur le TRH, bien souvent, je vois des super enseignants, profs, personnels, avec des super potentiels. Donc moi, tout de suite, je vois un truc qui pourrait être super. Et là, qui me dit, non, mais je trouve plus de sens à mon métier. Enfin, voilà. Mais j'ai envie de dire quel gâchis, en fait. Juste quel gâchis. Donc, ça, voilà. Sujet. Alors après, voilà, sachez que par rapport à aux interventions diverses, enfin, ce dont on a parlé aujourd'hui, pour le profil du jeune, je vais vous donner, normalement je le fais pas, mais je vais le faire pour vous, si vous avez un drive pour le mettre en lien. Dans la formation écoute action, en fait, on voit les profils d'élèves, donc qui sont pas, c'est pas moi qui les ai inventés, hein, ça a été fait au niveau scientifique, etc. Mais je vais vous donner les ressources, je vais vous envoyer les petites fiches qui aident vachement. Ça veut dire que sur un profil d'élève type, en fait, alors c'est Trait d'Union, hein, c'est un programme canadien qui est super, qui a été expérimenté, etc., mais qui est trop lourd pour mettre en place en France. Par contre, sur Trait d'Union, ils ont fait des fiches très pratico-pratiques qui nous indiquent qu'avec tel profil d'élève, voilà quelle hypothèse on peut faire sur le pourquoi il a ce profil-là, ce dont il a besoin surtout, et quelle piste d'action on peut travailler avec lui. Donc, il y a 4 profils différents. Je vous les ai envoyés, Isabelle, parce que ça peut servir, hein, du coup. Et je vais aussi vous envoyer une autre ressource aussi issue d'un bouquin, où là, on parle d'objectif mirage, c'est-à-dire un élève met un comportement en classe, ce dont il a besoin, donc d'exister, enfin... voilà, et aussi quelle piste d'action on peut mettre en place
autant en individuel qu'au sein de la classe. Alors, ça sera 2 documents et il y a encore, enfin, moi, je vois plein d'outils. Hein. Je vois aussi les catégories de porteurs dans le mode de communication. Voyez, enfin, voilà, il y a énormément de choses, en fait. Donc, ce que je vous propose, Isabelle, c'est de vous envoyer les documents que j'ai déjà, moi, parce que je sais que ça peut être utile. Enfin, en tout cas, je laisse faire. Après, évidemment, c'est beaucoup mieux de les transmettre dans le cadre d'une formation beaucoup plus, ou d'une information beaucoup plus étendue qu'1 heure. Hein. Donc, j'essaye de faire au plus court, on va dire. Voilà, et je vous dis, sur le parcours magistère, je pense qu'il y a pas mal de ressources aussi, vraiment. En tout cas, on a essayé de le construire pour ça. La chaîne YouTube aussi sur les supports vidéo, parce que la vidéo, c'est pratique. Bon, à part celle de l'entretien qui fait 13 minutes, mais vous voyez comment on arrive à ouvrir la parole en fait d'un élève qui est complètement fermé au départ, qui veut surtout pas qu'on sache ce qui se passe à la maison, et après comment entendre ça sans jugement ni quoi que ce soit, et surtout lui faire fixer des objectifs pour lui. Vous voyez en fait un petit peu toutes les techniques de communication, et ça c'est pareil, on va essayer d'en faire un petit peu sur tous les profils au fur et à mesure on va essayer de le construire, voilà. Et aussi dans l'absolu, j'ai aussi envie d'interviewer des jeunes en décrochage, en fait, pour avoir leurs sentiments, ou même, sans qu'ils soient en décrochage, ceux qui ne se sentent tout simplement pas bien à l'école, et surtout, à l'école de manière, évidemment, générale. Hein. Et surtout, une chose sur laquelle on peut agir, ou en tout cas on peut aider les jeunes aujourd'hui, c'est toute l'anxiété, l'inquiétude qu'ils ont par rapport à tout, en fait. Là-dessus, on peut vraiment les accompagner. Et je pense que Pierre, dans le projet Cardi, c'est aussi un petit peu, c'est une réassurance aussi, hein, j'imagine, de façon à ce qu'ils soient plus disponibles pour les apprentissages scolaires. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup. C'est frustrant un peu, hein, Pierre. Alors, vous retrouverez tout effectivement sur le site ManagerEduc avec le replay du webinaire, et on mettra toutes ces ressources en lien effectivement sur le site ManagerEduc. Hein. Donc, merci beaucoup de tous ces partages, que ça soit pour le projet Cardi et toutes les ressources que vous mutualisez. Je vous rappelle également qu'il existe donc ce réseau ManagerEduc, effectivement, où on essaie de communiquer, de mutualiser, d'échanger. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dans ce réseau. Nous espérons vraiment que ce webinaire aura répondu à certaines questions, aura éclairé certaines choses. En tout cas, un grand merci à Frédéric, un grand merci à Pierre d'avoir été présent et extrêmement actif à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci Sarah pour le soutien technique. Et voilà, n'hésitez pas de mettre effectivement des petits éléments dans le chat qui nous permettent de pouvoir continuer à vous offrir des interventions de cette qualité. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Isabelle, juste une petite chose. Oui. Est-ce que je pourrais avoir plus d'informations sur la collègue qui a dit qu'ils ont fait une vidéo avec OTA? Il y a la démarche NEF aussi qui m'intéresserait. Enfin voilà, j'ai aussi... Il y a aussi des trucs qui pourraient m'intéresser, mais j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos pour aller avoir le temps en fait de chercher tout ça et de voir un petit peu ce que ça peut apporter, notamment la démarche NEF. C'est la première fois que j'entends ça et ça me paraît bien intéressant. Non, c'est pas la première fois, c'est notre école, faisons-la ensemble. C'est un acronyme. Ah, merci. Non, parce mais que du coup, demande, hein, Frédéric, si tu as besoin. Pour demander, D'accord. Non, mais oui, merci. C'est pas la démarche du NEF. Ça fait assez des NEF, mais. Oui. Voilà. Oui, merci beaucoup. Et donc, du coup, sur la subvention, oui, c'est la démarche expérimentale dont je parlais tout à l'heure, en fait. Oui, donc, d'accord. Merci bien. Okay. À très bientôt. Bonne journée et bonne soirée à tous. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.